Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Elles étaient les nièces de Mazarin et elles ont mis la cour de France en révolution. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui des Mazarinettes. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On connaît généralement Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV, mais qui étaient ses sœurs ? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils, fin connaisseur du grand siècle. Et après quoi, Lorena Martin nous proposera de visiter Brouage, lieu de dernière rencontre entre Louis XIV et Marie Mancini. Et oui, quant à moi, je vous proposerai un retour aux origines du jeu d'échecs. Échec au roi cet après-midi ou bien échec à la reine ? 3 février 1653, Paris est en fête. Imaginez la place de Grève pleine d'une foule où on se bouscule pour essayer d'approcher le héros du jour, le cardinal Mazarin, ministre de la régente Anne d'Autriche. Anne d'Autriche est la mère du jeune roi Louis XIV. Ai-je besoin de vous le rappeler ? Aux abords de l'hôtel de ville de Paris, qui n'a pas du tout encore la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, près de la voiture de l'homme en rouge, c'est à qui criera sa joie le plus fort, à qui s'inclinera le plus bas. Face à lui, les acclamations fusent et les gestes d'amitié, etc., etc. Mais derrière ces apparences chaleureuses, on assiste en fait ce jour-là à un retournement de veste assez incroyable. La capitale porte au nu celui que, quelque temps plus tôt, elle couvrait d'insultes, menaçait de mort, poussait à l'exil lorsque la Fronde déchirait le royaume dans les années donc qui ont précédé. Seulement voilà, cette guerre civile est maintenant terminée. Mazarin est le grand vainqueur et dès lors, tout le monde, n'est-ce pas, a toujours été partisan de son pouvoir, bien sûr. Paris va jouer la carte de la soumission, ce ne sera pas la seule fois dans l'histoire. Après tout, il faut être pragmatique, même si Louis XIV, âgé de 14 ans, est en principe en âge de régner, c'est Mazarin qui gouverne avec la reine-mère. Alors, le fait que le cardinal soit rentré d'exil signifie aussi le retour de ses proches à Paris. Et c'est ainsi que plusieurs jeunes filles italiennes sont en train de rentrer du côté du Louvre. Oh, il faut les imaginer toutes piquantes, toutes pleines de fraîcheur. Ce sont les nièces de Mazarin, Laure et Olympe Mancini, leur cousine Anne-Marie Martinozzi. La protection de leur oncle est pour elle, malgré leur naissance, disons-le, relativement médiocre, est pour elle, cette protection, une promesse, celle d'un avenir brillant. Déjà, l'aînée d'entre elles, Laure Mancini, a épousé le duc de Mercœur. Mercœur, c'est quand même le petit-fils d'Henri IV, par la main gauche, vous me direz. Ça n'en reste pas moins une élévation à peine croyable, de quoi autoriser bien des rêves à ses sœurs et cousines. Au fil des années, d'autres neveux, d'autres nièces du cardinal vont quitter l'un après l'autre, l'Italie pour la France. Dès 1653, Laure Martinozzi, Marie, Hortense et Philippe Mancini. Et puis en 1655, Marianne et Alphonse Mancini. La famille du cardinal, ainsi, va se reconstituer, si l'on peut dire, s'installe à Paris et forme un petit groupe qui suscite l'intérêt. Évidemment, on essaie de regarder comment ils se comportent, leur manière, leur accent, tout ça est très séduisant. Tout ça est aussi parfois agaçant pour certains. Mazarin veille à l'éducation de tout son petit monde. Il jauge les qualités des uns, des autres en vue de leur établissement. Il cherche à faire leur fortune, nous dit Simone Berthière, ainsi qu'à élargir et à consolider sa clientèle. En introduisant ses nièces dans les plus grandes familles françaises, il fera oublier la modestie de ses propres origines. Elles sont offertes au choix à toute la haute noblesse. Il reçoit des propositions à n'en savoir que faire. Elles sont interchangeables et, faute de nièces, certains sont prêts à se rabattre sur leur mère. Peu importe, dira même crûment l'un d'eux, c'est le cardinal que j'épouse. Ça fait penser à Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Alors en 1654, Anne-Marie Martinozzi va épouser un cousin du roi, le prince de Conti. Donc là, on tape très haut quand même. Alors c'est vrai que c'est un cousin frondeur, mais il va quand même trouver un moyen de se rapprocher du cardinal de cette façon. L'année suivante, la sœur, Laure, devient ni plus ni moins duchesse de Modène. Les nièces restantes, qui sont un petit peu plus jeunes, sont pour la plupart présentes à la cour sous la protection bienveillante de la régente Anne d'Autriche. Elles vivent donc bien en vue, assez près de l'entourage du roi. À cette époque, Louis XIV approche de l'âge adulte
Il a les yeux, les cheveux sombres. C'est un garçon qui est grand, athlétique, très masculin. Alors la petite vérole, c'est vrai, a laissé des traces sur son visage. Son nez, ses dents ne sont pas parfaits. Mais globalement, il est beau et on le juge même très beau. Il faut ajouter à cela un caractère impénétrable, assez secret, mystérieux, évidemment plein de charme. Et puis le statut royal. Ah oui, ça aide. Ça aide forcément. Bien des jeunes filles à la cour aimeraient que ces jolis yeux les remarquent. Seulement, Anne d'Autriche, qui est une mère pieuse, possessive, tout ce qu'il y a d'espagnol, s'assure de la bonne tenue de son fils. Néanmoins, il semble que Louis connaisse ses premières expériences sexuelles dès l'adolescence. On a beaucoup raconté, vous savez que c'est une femme borgne un petit peu âgée, la fameuse Cato la borgnesse qui lui aurait fait perdre sa virginité. Sur un plan plus sentimental, bientôt il se met à tourner autour d'une des nièces de Mazarin. Olympe, certains se disent Marie. Non, pas Marie, encore ouais. Marie, pour l'instant. C'est Olympe qui certes n'est pas d'une beauté extraordinaire, mais qui possède un charme un petit peu vénéneux et qui fait son effet. Les deux adolescents passent de plus en plus de temps ensemble, et lors des fêtes de la cour, lorsqu'ils passent toujours côte à côte, très près l'un de l'autre, on se met à bruisser dans leur sillage. Beaucoup donnent un sens politique à l'amourette. Ils voient là un nouveau tour du Mazarin, comme on l'appelle, toujours prêt à utiliser ses nièces pour affermir son pouvoir. Louis XIV devenant adulte, le cardinal peut se demander, en effet, s'il ne serait pas temps de laisser le pouvoir, de confier le pouvoir à son filleul. Les rumeurs en question sont sans doute infondées puisque Mazarin tient d'abord et avant tout à la vertu de ses nièces. Pour lui, il y va d'une question d'honneur, bien sûr, et il sait que leur naissance, de toute façon, ne leur permettra pas d'épouser le roi. Épouser des princes du sang par la main gauche, épouser de hautes personnalités de l'aristocratie frondeuse, pourquoi pas, mais le roi, n'exagérons rien. On estime bientôt plus sage de trouver un mari à Olympe avant que les choses ne deviennent un petit peu trop sérieuses et disons-le, le roi s'accommode de cette décision. On va dénicher un beau parti pour la chère Olympe, le prince de Savoie-Carignan, s'il vous plaît, qui, au passage, va récupérer le magnifique titre de comte de Soissons. Nous voilà replongés en plein Moyen-Âge. Alors, restent 3 Mazarinettes. Marianne et la jolie Hortense, qui sont encore bien jeunes, et puis leur grande sœur, Marie, un peu moins gracieuse, Marie, il faut bien le dire, un petit peu maigre, avec des cheveux très noirs, un teint trop mat pour le goût de l'époque, et pour ne rien arranger, un caractère difficile, trop franche, trop vive, trop violente, nous dit Pierre Combesco, au point que sa mère a craint de la faire venir à la cour. Marie n'est venue que in extremis. Eh oui, sauf que vous connaissez l'histoire, bien sûr, parce qu'on l'a pas mal raconté. C'est sur elle que va tomber le choix du roi. Pendant l'été 1658, Louis XIV s'intéresse de très près à Marie, au point même qu'on commence à voir chanceler un certain nombre d'intérêts supérieurs du royaume. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez des sœurs Martinozzi et Mancini, les nièces du cardinal Mazarin. Le jeune roi Louis XIV, on l'a vu, est déjà tombé un temps sous le charme de l'une d'entre elles, Olympe Mancini, qu'on a donc très vite mariée. Voilà que sa sœur Marie entre en scène. Alors, avant que vous nous en disiez un petit peu plus sur le roi Louis XIV et Marie Mancini, Mazarin, vous l'avez dit, il avait des neveux. Est-ce que eux aussi se sont fait une place à la cour ? Alors, parmi les neveux de Mazarin, il y en a 2 qui vont mourir assez jeunes, et d'ailleurs tragiquement, l'un pendant les combats de la Fronde, et l'autre alors qu'il est au collège, en improvisant avec des camarades une sorte de jeu de trampoline, si vous voulez. On tirait des draps à l'époque, tout simplement, et c'était à qui sauterait le plus haut, et cette petite imbécile a fait une chute mortelle. Et il y en a un troisième, Philippe Mancini, qui est un personnage assez trouble, qui va devenir assez proche du frère du roi, Philippe II. Est-ce que j'ai Philippe d'Orléans, d'Orléans, est-ce que j'ai besoin de vous en dire davantage ? Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Alors, revenons donc à sa sœur Marie Mancini. Comment est-elle arrivée là, si je puis dire ? Comment en est-elle venue à plaire au roi ? Il faut nous replonger dans le contexte de l'été 1658. La France vient de remporter une grande victoire contre l'Espagne. C'est la bataille des Dunes, près de Dunkerque. Louis XIV a presque 20 ans, il vient visiter ses soldats et il fait énormément de tournées sur place et il va rentrer avec une maladie grave, probablement la scarlatine. Il doit s'aliter au point que, sa santé se dégradant, sa vie paraît en danger. Toute la cour est en émoi.
Or, parmi les gens qui vont s'inquiéter beaucoup, la jeune Marie Mancini, des torrents de larmes coulent de ses joues. Cette jeune Marie Mancini est complètement désespérée de voir le roi à l'agonie. Sauf que Louis XIV, qui est jeune et qui est vigoureux, va s'en sortir. Il va se relever de cette maladie grâce à un médecin local d'ailleurs. Enfin bref. Et quand il se réveille, si je puis dire, il apprend ce qui s'est passé. On lui explique qu'il y a cette jeune fille, il la connaît très bien, Marie. Il a déjà passé beaucoup de temps avec elle et ça le touche. Elle a montré dans cette affaire une passion pure, désintéressée. Et dans les semaines qui suivent, on voit le jeune roi se mettre à fréquenter cette jeune fille avec assiduité. Et à partir de là, tout va très vite. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. À l'automne, leur idylle prit l'allure d'une flamboyante passion. À Fontainebleau, ce n'était que fêtes, bals, chasses, promenades en barque ou dans la forêt. Marie n'était pas seulement une excellente cavalière, elle avait l'esprit vif, beaucoup de mémoire et une vaste culture. Influencée par la préciosité, elle dévorait les romans à la mode. Comment Louis, encore mal dégrossi intellectuellement, aurait-il pu négliger les leçons d'un aussi charmant professeur ? C'est elle qui éveilla son goût de la musique, de la peinture, de la littérature. Sous l'effet de l'italienne au regard brûlant, ce roi de 20 ans se transformait un peu plus chaque jour en héros de romans au cœur tendre, faible et sentimental. Est-ce ce qu'on attend d'un roi de France ? Peut-être pas. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien plus qu'avec Olympe, Louis XIV découvre là un sentiment amoureux. La pauvre Olympe, d'ailleurs, va en mourir de dépit de cette histoire. Seulement, déjà, l'avenir de Louis et de Marie est compromis. En effet, il serait largement temps maintenant que Louis XIV se marie avec une princesse de haute lignée, quelqu'un qui puisse lui correspondre, évidemment. Il faut qu'il donne en quelque sorte une reine à la France. Et si on a autant attendu à marier le roi, c'est surtout parce qu'il y avait cette guerre prolongée avec l'Espagne, guerre qui dure depuis 1635, vous savez. Et maintenant que les armes ont parlé en faveur de la France, eh bien, Mazarin et Anne d'Autriche voudraient renforcer la paix, qui est en pleine négociation, par une union entre Louis XIV et sa cousine, l'infante Marie-Thérèse. Seulement, les diplomates espagnols ne l'entendent pas aussi facilement. Ils tardent à accepter le mariage. Et à ce moment-là, Mazarin a une idée. Il va organiser une rencontre du roi avec une autre candidate possible sur le marché des princesses européennes, si vous me passez l'expression, Marguerite de Savoie. Et c'est ainsi que, pendant l'automne 1658, la cour fait exprès le déplacement à Lyon. Quand je dis la cour, vous imaginez bien que Marie Mancini est du voyage. On la voit encore et toujours autour du roi, avec évidemment contre elle son propre oncle, puisque la stratégie de Mazarin fonctionne. Les Espagnols, quand ils apprennent la rencontre entre France et Savoie, envoient en toute hâte un diplomate pour proposer la main de l'infante. Évidemment, les Savoyards ne vont pas être ravis. Quant à Marie, elle voudrait croire que c'est pour elle que le roi délaisse Marguerite de Savoie. Il n'en est rien, bien entendu, mais elle est toute à son histoire d'amour, et le roi l'est aussi. Jean-Christian Petit-Fils note: pendant le voyage de retour, on revit le roi chevauchant avec Marie en tête du cortège, sans l'ombre d'un souci protocolaire. À Paris, l'idylle se poursuivit au milieu des fêtes. Au cours d'un bal où elle parut avec un corsage serti d'émeraude, une houlette ornée de rubans argentés à la main, le roi se précipita vers elle. « Ma reine, lui a-t-il dit, ma reine, aïe, cet habit vous sied à ravir. » Oh, c'est une belle histoire, et tout ça monte bien sûr à la tête de la fière Marie. Et si elle, petite nièce de ce cardinal que beaucoup auraient tendance à mépriser, et si elle damait le pion à l'infante d'Espagne, la princesse la mieux née d'Europe? Louis XIV lui-même a l'air d'être complètement pris dans le beau roman d'amour. Anne d'Autriche, inutile de vous le dire, voit tout ça d'un très mauvais œil, et avec Mazarin, elle va finir par hausser le ton. Louis XIV se voit rappeler à ses devoirs, il doit œuvrer à la paix. Et puis un roi de France n'épouse pas une Marie Mancini, enfin, et puis quoi ? Louis résiste. Il clame au cardinal que Marie sera sa femme. Il va jusqu'à laisser planer la menace d'un exil contre son parrain. Ces deux jeunes gens ont l'air complètement hors de contrôle. Ils sont fébriles. Un jour, Louis se met carrément à implorer le cardinal et sa mère d'annuler le projet espagnol. Mazarin est sans doute touché par la détresse du roi. Mais que voulez-vous, c'est un homme d'État. Évidemment qu'au fond, il reste inflexible.
Pendant ce temps, au printemps 1659, le traité avec l'Espagne est très avancé. Le cardinal, au moment de se rendre au Pays Basque pour y mettre la dernière main, juge préférable d'envoyer Marie loin de la cour, sur la côte charentaise. Alors avec elle, pour tromper son ennui, ses sœurs Hortense et Marianne, qui ne sont jamais loin, vous voyez. Ça signifie une séparation extrêmement douloureuse pour le roi et pour la jeune fille. Ils doivent s'arracher l'un à l'autre, sacrifier sur l'autel de la politique, et leurs sanglots se mêlent. Marie aurait dit au roi cette phrase qui plus tard va inspirer Racine d'un côté et Corneille de l'autre. « Vous pleurez et vous êtes le maître ». Sous-entendu, c'est vous qui commandez et néanmoins vous vous laissez dicter la loi. Dans les semaines qui suivent, ils s'écrivent encore et encore. En août, le roi, qui est en route pour Bordeaux, va convaincre sa mère de le laisser revoir Marie. Alors c'est une rencontre extraordinaire, une rencontre de roman avec des effusions extraordinaires et des espoirs qui subsistent encore. Le roi songe même, faute de mieux, à garder Marie comme favorite. Alors à ce moment-là, le cardinal va taper du poing sur la table. Il menace de quitter la France en emmenant ses nièces avec lui. En septembre, le jeune Louis XIV, la mort dans l'âme, va bien finir par devoir s'incliner. Il fera son devoir. Il épousera l'infante. De quoi sortir tout à fait Marie Mancini du jeu, ça n'est pas si sûr. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez au cœur de l'histoire des nièces du cardinal Mazarin. Cette histoire nous emmène au cœur d'une histoire d'amour, celle entre Louis XIV et Marie Mancini. Alors on l'a vu juste avant la pause, Louis XIV a décidé de se marier avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. Est-ce que du coup, Marie Mancini est hors jeu ? Alors, Mazarin va essayer quand même de lui offrir une porte de sortie honorable, digne, si vous voulez. ouais. Cette jeune femme a fait un numéro extraordinaire. Elle a réussi à séduire complètement le roi. Elle est indomptable. Il va lui faire épouser l'héritier d'une des plus grandes familles d'Italie, le prince Colonna en personne. Mais la jeune fille n'a pas l'intention qu'on se débarrasse d'elle aussi facilement. Elle va décliner l'offre de son oncle. Elle ne veut pas laisser tout ce qui faisait le bonheur de sa vie derrière elle. Comptant sur le temps pour la rendre plus raisonnable, raconte Simone Berthière, Mazarin l'autorisa à rentrer dans la capitale puisque le roi n'y était pas, à condition d'y mener une vie retirée et discrète. Elle rentre donc de brouage. Mais Marie, Hortense et Marianne, au lieu de s'installer au palais Mazarin, s'en allèrent loger au Louvre, où elles s'empressèrent de recevoir tout Paris. Et Marie va plus loin. Elle laisse un prince lorrain tourner autour d'elle. Et lorsque Louis XIV apprend cela, eh bien, c'était ce qu'elle voulait. De toute façon, il tombe complètement jaloux. Bah oui. Évidemment. Les deux anciens amoureux vont en passer par de pénibles explications. Et finalement, Marie se décide à l'épouser, son prince Colonna. On est en 1661, une année marquée par la mort de Mazarin, bien entendu, et le début du règne personnel de Louis XIV. Celle qui s'est rêvée un moment reine de France retrouve donc son pays d'origine, mais disons-le, son mariage ne sera pas du tout une réussite. Le prince Colonna est très infidèle et il va lui faire subir au fil des années toutes sortes d'humiliations, et Marie, néanmoins, lui donnera plusieurs enfants. Elle va donner naissance à des enfants. Quant à sa sœur, la belle Hortense, elle aussi très malheureuse en mariage décidément, elle finit par retrouver sa sœur en Italie et un jour elle décide de s'échapper. C'est le début d'une espèce d'errance. C'est l'errance d'Hortense Mancini et de Marie. Hortense va avoir toutes sortes de liaisons tandis que Marie, qui n'est pas toujours très sage non plus d'ailleurs, essuie toutes sortes d'avanies provoquées à distance par son mari, le prince Colonna. Elle tente en 1672 de revoir Louis XIV, mais le roi, qui sans doute a été influencé par son épouse, mais aussi, disons-le, par Madame de Montespan, refuse de la recevoir et elle va aller devoir chercher d'autres points de chute. On la verra notamment au fil des décennies en Savoie, en Espagne, en Italie. Et c'est là, en Italie, c'est à Pise, qu'elle finira par mourir en 1715, c'est-à-dire la même année que Louis XIV. Et oui. Alors, et les autres, me direz-vous, parce qu'on en a laissé un certain nombre en chemin là de la ribambelle de nièces. Disons-le, c'est pas très brillant. L'aînée Laure, duchesse de Mercœur, donc, va mourir dès 1656. Olympe, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était morte de rancœur, c'était une image, je le dis parce que certains d'entre vous ont réagi, elle n'a pas été jusqu'à perdre la vie, n'exagérons rien. Je sais que ce sont des exaltés, les sœurs Mancini, mais tout de même,
même, Olympe devient l'une des grandes intrigantes de la cour et elle sera impliquée dans la sinistre affaire des poisons. Vous savez, c'est une des raisons qui l'amèneront à vivre en exil le reste de ses jours. La plus jeune sœur, Marianne, dont je vous parle depuis tout à l'heure, Marianne va faire un magnifique mariage puisqu'elle devient duchesse de Bouillon et c'est elle qui finalement fera parler d'elle vers la fin du règne parce que elle est littéralement comment pourrait-on dire, elle devient une dame à la mode, on fréquente son salon, mais elle aussi sera éclaboussée comme sa sœur par l'affaire des poisons. Elle est un peu moins touchée néanmoins par cette affaire, mais elle vivra elle aussi en exil, un exil nettement plus court que celui d'Olympe. Alors si les nièces du cardinal ont marqué l'histoire, disons-le, c'est à travers tous les mariages dont je viens de vous parler, à travers leur descendance. On pourrait citer le duc de Vendôme, le fils de Laure, le prince Eugène, dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro, qui est le fils d'Olympe, qui vont devenir Vendôme et Eugène, deux des plus grands chefs militaires de leur temps et qui combattront dans des camps ennemis, le premier pour la France et le second pour l'Empire, ai-je besoin de vous le rappeler. Quant à l'une des sœurs Martinozzi, Laure, qui est devenue duchesse de Modène, elle aura le temps tout de même de donner naissance à celle qui deviendra l'épouse de Jacques II d'Angleterre, qui deviendra donc reine d'Angleterre. Pas si mal quand même les nièces du terrible Mazarin. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour nous aider à démêler un peu cet écheveau de nièces et de neveux d'ailleurs. Il est fréquent qu'un grand personnage comme ça, lorsqu'il change de suzerain, en l'occurrence de pays carrément, amène sa famille avec lui ? En général, tous les ministres influents vont vouloir, sous l'ancienne monarchie, placer leur famille, que ce soit Richelieu, que ce soit le duc de Choiseul. C'est pas seulement un personnage qui s'installe au pouvoir, c'est aussi une famille. Un clan, en fait, et voilà, ce sont des clans, des familles. L'importance des familles ce que dans l'Ancien Régime, évidemment, est essentielle. Ce qu'à l'école des hautes études on appelle les fronts familiaux, c'est-à-dire qu'il y a de véritables, et on pourrait presque parler de stratégie familiale de conquête de rangs sociaux. Absolument, il y a des stratégies de conquête, on le voit avec Richelieu, prédécesseur dans le cardinalat de Mazarin, qui au départ n'était pas destiné à être à la prêtrise, et puis qui par le retrait de son aîné va être propulsé évêque de Luçon. Donc il y a une stratégie familiale, ça c'est essentiel. Alors l'une va devenir princesse Colonna, l'autre donnera naissance à une future reine d'Angleterre. Quand même, on est là dans aux plus hautes marches du Gotha européen. Qui sont-elles, ces jeunes femmes? Les Martinozzi, les Mancini, d'où sortent-ils, si je puis dire? Est-ce que ce sont des familles aussi crottées qu'on l'a dit? Ah non, pas du tout. Alors, autant Mazarin est lui d'origine très très modeste, des Abruzzes, de famille d'origine génoise, qu'on n'arrive pas très bien à connaître au-delà des siècles. Oui, bien sûr. Au contraire, les Mazzarini, c'est une famille très ancienne d'Italie. Les Martinozzi, puisqu'il y a l'autre sœur, Margareta, qui épouse Geronimo Martinozzi, aussi sont des familles très anciennes. Les Mancini, pas les Mazzarini, les Mancini. Il y a les Mancini et les Martinozzi. Et les Martinozzi, c'est ça. Voilà, donc parce qu'il y a eu en fait 7 nièces, 5 Mancini et 2 Martinozzi. Laure Martinozzi, vous avez devenue duchesse de Modène, et puis Anne-Marie de Martinozzi qui épouse le prince de Conti, le frère du Grand Condé. Alors tous ces jeunes gens débarquent à Paris dans le sillage pourpre de leur oncle. Il y a donc là 6 nièces et 3 neveux, donc 9 petits Mazarins à établir, disons les choses. De gratification, de gouvernement, etc. Et puis on s'amuse à la cour. Moi je résiste pas à citer cette fameuse anecdote concernant Marianne, la duchesse de Bouillon, qui était toute jeune, petite, oui. Quand elle avait 14 ans, elle allait bientôt se marier avec le duc de Bouillon. La reine Anne d'Autriche, le roi, ses sœurs, toute la cour vont s'amuser à lui faire croire qu'elle est enceinte, alors qu'elle n'a jamais fréquenté de garçon.
Alors, on va rétrécir chaque semaine un peu plus ses vêtements. Et puis, un beau jour, elle va découvrir un nouveau-né à côté d'elle. Elle va dire, mais je ne comprends pas. Le roi est le seul à m'avoir embrassé, dira-t-elle. Donc, c'était forcément un enfant. Alors, royal. voilà, on fallait dire que c'était comme la Vierge Marie, elle avait eu un enfant. L'Immaculée Conception. Voilà, exactement. Nous allons dans un instant revenir notamment sur les deux aînés, là, Laure et Olympe, qui arrivent à Paris lors de la première du premier ministère de leur oncle, avant la fronde. Ce sont celles qui, en quelque sorte, vont tracer le sillon pour les autres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la cour de Louis XIV cet après-midi. Nous suivons le parcours des nièces et des neveux du cardinal Mazarin. Et nous en savons plus grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'Histoire de la France, le vrai roman national, paru il y a quelques semaines chez Fayard. Rappelons quelques éléments sur Mazarin. Peut-être il a été l'homme de Richelieu dans un premier temps, bien entendu. Oui, même au préalable, il a été diplomate pontifical, oui, capitaine dans l'armée pontificale. Il est intervenu au moment du conflit de Casale entre la France et l'Espagne. Pace, il s'est précipité au moment où les armées espagnoles et les armées françaises allaient s'affronter. Et Richelieu constate son immense intelligence, sa capacité, sa souplesse à négocier et le prend auprès de lui. Et il va remplacer le père Joseph, donc va devenir le principal collaborateur de Richelieu, et Richelieu le lèguera à Louis XIII. Un peu comme Mazarin à son tour lèguera Colbert à Louis XIV. Absolument. Alors il y a eu une première période de puissance de Mazarin, puis c'est les grandes difficultés de la fronde avec un exil finalement obligé. Que deviennent double exil. Oui. Que deviennent pendant ces périodes très troublées les jeunes Mazarines, si je puis dire, qui sont arrivés, Laure et Olympe en l'occurrence. Il y a eu plusieurs arrivées, si on peut s'exprimer ainsi. En 1647, c'est d'abord Laure, Victoire et Olympe. Elles sont assez jeunes, l'une est née en 1635, l'autre en 1639. Anne d'Autriche s'en occupe. Ce sont des compagnes de jeu de roi et de son frère Philippe. Et puis le cardinal va commencer à vouloir marier Laure d'abord au duc de Candale, mais le duc de Candale meurt à ce moment-là, donc il va se retourner vers un parti encore plus prestigieux, puisque vous l'avez signalé, il s'agit du duc de Mercœur, fils du duc de Vendôme, donc petit-fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Mercœur va suivre le Mazarin dans son premier exil au château de Brûle en Allemagne, et puis il va épouser à ce moment-là Laure Victoire en 1651. Donc il épouse Laure au pire moment de la carrière de Mazarin. Au moment de l'exil, Mazarin, c'est un fidèle. C'est un vrai fidèle, lui. Voilà. Et puis ensuite, Laure vivra au château d'Annay pendant quelques temps, et elle mourra assez tôt à la suite d'un troisième accouchement en 1656. Elle aura deux fils, l'un qui sera le duc de Vendôme, un général très brillant de Louis XIV durant la guerre d'Espagne, Villa Viciosa, etc. Et puis l'autre qui sera grand prieur de Vendôme. Quant à Olympe, au départ, en effet, c'est elle le personnage qui nous intrigue le plus. C'est le personnage un peu sombre, mystérieux. Elle a été l'égérie du roi. Elle n'a pas été la maîtresse de Louis XIV, au moins au début, en tout cas. Même chose d'ailleurs pour Marie. C'est une petite parenthèse, mais le connétable Colonna sera tout étonné de trouver sa femme vierge. Donc Louis XIV n'a pas eu d'aventure sensuelle. C'est un amour purement platonique, éthéré, romantique, mais il n'y a pas eu d'aventure. Premier grand amour, en fait. On sait que Louis XIV a eu des premières expériences sensuelles, mais avec les nièces de Mazarin, il est quand même prudent. Cela dit, peut-être que dans une deuxième étape, Olympe deviendra sa maîtresse. On ne le sait pas trop, puisque Olympe, après l'épisode de Marie, va vivre à Paris, s'installer à l'hôtel de Soissons, qui est un magnifique hôtel où elle reçoit une grande partie de la cour. Et là, l'idylle entre Olympe et Louis XIV repart. On ne sait pas jusqu'où elle va.
Alors, il y a dans l'ouvrage sur les petites Mazarines, l'ouvrage de Pierre Combesco, une description de Marie observant sa sœur Olympe au moment où Olympe est en train de devenir proche du roi. Elle s'étonne de son émotion. Sa sœur Olympe s'est glissée auprès du roi et cela a suffi à faire battre son cœur. Elle connaît ce sourire hypocrite, c'est Marie en l'occurrence. Elle l'a ses fines guêpes, manœuvrière dans l'âme, peut-être avec encore plus d'aplomb qu'autrefois, maintenant qu'elle a acquis ce brillant au contact de la cour. Elle a pris le haut vol. Tout chez Olympe lui paraît suspect, même ses qualités qui sont pourtant grandes. Elle sait charmer, elle a l'esprit doux, flatteur, plein de ressources, mais au fond elle est peu sûre, intéressée et sans aucune amitié. Ça on ne pourra pas en dire autant de Marie, qui elle est un cœur entier et parfaitement franc. Absolument. Alors, dans l'épisode Marie, ce qui est très important de voir, c'est finalement que grâce à Marie, Louis XIV est devenu vraiment Louis XIV. Oui. Sur deux plans. Il s'est révélé en fait. Sur le plan du roi, du souverain, il a su maîtriser ses passions. Là, on est dans Corneille, Racine. Et vous avez cité d'ailleurs la fameuse phrase. Bien sûr. Sire, Bérénice. Vous êtes Bérénice, voilà, vous êtes empereur et vous pleurez. Sire, vous êtes le roi, vous pleurez et je pars. Donc il a vécu un épisode romanesque, pré-romantique, on pourrait le dire, et montrant une faiblesse de caractère et un caractère influençable. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est en effet aussi, Marie a dégrossi le roi d'un point de vue intellectuel. Louis XIV devient l'homme de goût que l'on connaît grâce à Marie Mancini. On ne le dit pas suffisamment, mais les goûts musicaux, littéraires, tout cela vient, artistique, tout cela vient en grande partie de Marie et du cardinal Mazarin aussi, qui était un immense collectionneur. Il y avait un terreau tout à fait fertile, disons les choses. Louis XIV aimait ces choses, mais c'est Marie qui lui a révélé ce goût à lui-même. Il va même écrire des petits poèmes, ils vont échanger des billets doux, tout cela va le sortir de lui-même. Donc c'est très important, le roi devient véritablement le grand roi. Alors nous avons souvent évoqué la question ici, c'est une des grandes affaires de ce qu'on appelle de la petite histoire de France, mais est-ce que Louis XIV sincèrement a cru qu'il allait un jour pouvoir épouser Marie Mancini ? Est-ce que sincèrement il a cru pouvoir imposer ça à son cardinal, ministre et parrain ? On peut le penser, puisqu'il a montré une détermination, et ça a été vraiment un combat très difficile pour Anne d'Autriche, première rébellion contre sa mère, et pour Mazarin lui-même, parce que Mazarin, même si, mettons, il a été un instant flatté par cette idée de mettre sa nièce sur le trône, Mazarin était profondément hostile à cette perspective, parce que d'abord Marie n'était pas une jeune femme commode, elle ne lui obéissait pas. Ensuite, Mazarin avait aussi une construction diplomatique gigantesque à faire, c'était la paix en Europe, il fallait mettre fin à cette guerre entre la France et l'Espagne, et tout cela se terminera donc au traité des Pyrénées en 1659, mais il fallait avant tout organiser le mariage entre l'infante et Louis XIV. On en parlait déjà dès 1656, et c'était son grand œuvre, bien sûr. Alors, Marie, une fois évincée, reste en lice, si je puis dire, Olympe, comtesse de Soissons, et la petite Marianne, et l'une et l'autre vont chacune à sa façon tomber dans la terrible affaire des poisons. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h au cœur de l'histoire des nièces du cardinal Mazarin. On l'a vu, Marie avec une histoire d'amour avec Louis XIV, mais certaines ont été mêlées à l'affaire des poisons, et on en parle avec votre invité, l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Oui, historien qui vient de s'inscrire dans la grande tradition de ceux qui ont écrit des histoires de France. Nous avons un successeur de Michelet, si je puis dire, ou de Bainville dans ce studio, des deux et de quelques autres aussi. Jean-Christian Petit-Fils, c'est un énorme morceau que de s'attaquer à l'histoire de la France, comme vous l'a titré du reste. Oui, c'était une grande entreprise. J'ai mis plusieurs années à écrire ce livre qui est une synthèse et en même temps une quête de
de l'identité de la France, comme l'avait fait autrefois Braudel, montrant comment la France s'est construite à partir d'un certain nombre de piliers. Ce que c'est que la France, en quelque sorte. Hein. Exactement. Et donc, l'ADN de la France. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler de la très grande histoire. Et ce que nous faisons cet après-midi, nous, c'est de la petite histoire. Oui, mais les deux se retrouvent. Voilà. Eh bien, n'est-ce pas ? Bien entendu. Hein, je pense que les deux se dialoguent même en permanence, d'une certaine façon. Alors, nous avons mis Marie de côté pour le moment. Reste la grande sœur, reste la terrible Olympe, si je puis dire, qui va continuer, elle, à défendre sa place à la cour, mais qui va sombrer dans la terrible affaire des poisons, parmi tant et tant d'autres grandes dames. Hein. Là, on voit la femme intrigante, sans aucun doute. Elle a fréquenté la voisin, ça ne fait aucun doute. Elle a cherché sans doute à détrôner Mademoiselle de la Vallière, donc à devenir la maîtresse, oui. La nouvelle favorite du roi. Son mari meurt de façon très suspecte au moment du siège de Maastricht en 1673, en tout cas subitement. Et elle va se trouver donc inquiétée au moment du procès des poisons. Et le roi lui conseillera, en lui disant « Madame, si vous vous sentez coupable, je vous conseille de partir, sinon des ordres un décret de prise de corps, comme on disait à l'époque, va être signé contre vous. » Donc elle avait épousé un Savoie-Carignan. Oui. Mais la toute petite, la dernière, Marianne, va épouser un Turenne, elle. Enfin, voilà. Alors, donc l'une va s'enfuir à Bruxelles, donc à la suite de cette affaire des poisons. Et puis donc la Marianne, duchesse de Bouillon, protectrice de Racine, de La Fontaine, à un moment donné, eh bien elle aussi se trouve impliquée dans l'affaire des poisons. Et Voltaire a cette fameuse réplique. Elle arrive arrogante, entourée de son mari, de son amant, devant les juges. Monsieur de la Reynie, pour le grand interrogatoire, Monsieur de la Reynie lui demande « Avez-vous vu le diable ?» puisque toutes ces affaires tournent autour de la démonologie. Elle dit « Oui, je le vois en ce moment, il est très laid et déguisé en conseiller d'État. » Voilà. Donc ça montre l'arrogance. Alors ça ne figure pas évidemment dans les procès-verbaux que j'ai pu voir aux archives, mais c'est un trait d'humour peut-être inventé par Voltaire. En tout cas, il est évidemment très puissant. On sait le goût qu'avait Voltaire pour les parlementaires en général et les conseillers d'État en particulier. Voilà. Hein, de toute façon, c'était peut-être aussi sa façon à lui de régler quelques comptes. Sa disgrâce, si je puis dire, son exil sera moins marqué, moins long, moins pénible que celui de sa grande sœur, tout de même. Hein. Oui. Alors, elle quittera... Elle se réfugiera en Angleterre, voilà. Elle vivra sur avec un train de vie plus que correct, presque princier. Alors, finissons peut-être d'un mot, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais sur Marie, qu'est devenue la princesse Colonna. Je l'ai décrite quand même dans des rapports extrêmement difficiles avec son mari, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça n'a pas été une vie de joie. On a l'impression d'une espèce d'errance, la vie de Marie Mancini. Oui. Alors, elle a écrit ses mémoires, on ne sait pas vraiment si elle en est l'auteur, de la même manière qu'Hortense aussi. Alors, elle raconte tout cela, ses exils, ses couvents, ses forteresses où elle est poursuivie par son mari, enfermée, et puis elle meurt à Madrid, vous l'avez dit, en 1715, dans une grande obscurité, et son corps sera rapatrié à Pise, où elle sera enterrée. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que finalement, ses nièces et ses neveux d'ailleurs, puisque j'ai parlé des deux neveux, Alphonse et Michel, qui sont morts tout jeunes, et du dernier, le duc de Nevers, qui lui était un proche de monsieur, frère de Louis XIV, finalement, personne dans tous ces neveux et nièces de Mazarin n'aura véritablement été à la hauteur de l'oncle. Hein. Il n'y a pas d'homme d'État ni de femme hors du commun dans cette affaire. Ils ont fait de très très beaux mariages parce que leur oncle a été le cardinal Mazarin, tout simplement. Mazarin était profondément touché par la mort de Paul Michel pendant la Fronde. Ce fils Philippe Julien, ce neveu Philippe Julien, qui a été chevalier du Saint-Esprit, capitaine des mousquetaires du roi, c'était le patron de D'Artagnan, qui va épouser une nièce de Madame de Montespan, aura des enfants, de duc de Mazarin, et le dernier sera le duc de Nivernais, donc sous le règne de Louis XV. Oui. Mais lui-même était un personnage assez falot, sans relief, ni militaire, ni homme d'esprit, ni homme de lettres, un profiteur.
Vanitas vanitatis, ai-je envie de dire. Voilà. Alors il y a quand même eu une belle histoire dans tout cela. C'est cette histoire d'amour, la première grande histoire d'amour de Louis XIV, dont vous nous avez dit tout à l'heure que ça avait été une histoire restée chaste, une histoire qui a trouvé sans doute son plus bel épisode à Brouage, sur les bords de l'Atlantique à l'époque. Dans un instant, nous partons aux côtés de Lorena Martin et nous allons visiter Brouage. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des nièces du cardinal Mazarin. Nous allons nous intéresser à Marie Mancini, qui a vu pour la dernière fois le roi Louis XIV à Brouage. Il est donc temps d'aller sur place avec Lorena Martin. Et alors c'est très étrange, Brouage, c'est un peu comme Aigues-Mortes, d'où était parti Saint-Louis pour la croisade. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est dans un port maritime et qu'aujourd'hui, on est dans les terres. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Oui, on est on est en Charente-Maritime, en bordure de l'océan Atlantique, et vous êtes à moins de 10 km de l'île d'Oléron. Et Brouage est blotti au cœur d'un marais qui s'étend sur plus de 3000 hectares. La mer s'est un peu retirée, Exactement. Et c'est là, dans cette citadelle, que Marie Mancini est exilée, donc, comme vous l'avez dit, par son oncle, le cardinal de Mazarin, en 1659, pour l'éloigner de Louis XIV. Et Mazarin l'a fait exiler dans le palais du gouverneur de Brouage, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Mais le souvenir de cette journée extraordinaire, cette ultime rencontre entre Louis XIV et Marie, imprègne littéralement les lieux. Des lieux qui sont d'une grande beauté d'ailleurs, il faut dire, c'est plein de sérénité. Ça remonte magnifique. À quand cette citadelle de Brouage ? Alors elle remonte à 1555, lorsque Jacques de Pons, qui était seigneur de la châtelaine d'Hyères, fonde hier Brouage sur un dépôt de galets de l'Est. Et au départ, Brouage était un port d'exportation du sel à destination des pays d'Europe du Nord. Et la cité s'appelait alors Jacopolis sur Brouage. Et à l'origine, elle n'était vraiment pas destinée à être fortifiée. Oui, mais seulement il y a les guerres de religion. Voilà, c'est ça, et donc les catholiques et les protestants se la disputent pour tirer les bénéfices du sel qui était vendu. Et Brouage devient alors là un enjeu stratégique. Et c'est un peu dans ces années-là d'ailleurs que Jacopolis devient Brouage, puisque la cité devient cité royale. Et ensuite, c'est le cardinal de Richelieu qui va devenir gouverneur de Brouage et qui va demander à Pierre d'Argencourt de fortifier la ville. Et alors là, Brouage devient donc la place forte réputée imprenable comme on la connaît aujourd'hui. C'est Pierre de Conti, seigneur de la Motte d'Argencourt, qui conçoit ces remparts qui font plus de 2 km de long et qui ceinturent encore la cité. C'est vraiment magnifique. Avec des marais salants, avec des marais salants. Donc beaucoup d'argent pour parler clairement. Voilà, et à l'intérieur, donc il y a les marchands et les négociants qui cohabitent avec les soldats. Il y a beaucoup de bâtiments militaires d'ailleurs qui datent aussi de cette époque-là, pour assurer bien sûr la prospérité, la défense de la ville. Et on peut toujours y voir d'ailleurs et les visiter. Donc la forge royale, la forge prison, la halle aux vivres, la glacière, le port souterrain aussi et les poudrières. On peut faire cette visite toute l'année, on peut se promener. Toute l'année, la citadelle se visite librement. Et en 2017, elle a été inscrite sur la liste des plus beaux villages de France. Et c'est aussi la ville, il faut le dire, où est né Samuel Champlain vers 1570, le fondateur de la ville de Québec. Le fondateur de Québec est né à Brouage. On comprend pourquoi pas mal de touristes canadiens viennent se promener dans les environs, bien entendu. Pas grand-chose à voir avec Vauban, même si Vauban y a mis un petit peu quand même la main. Puisque c'est Vauban, en fait, au XVIIe siècle, est venu modifier une partie des fortifications, donc c'est quand même très, très important là-bas. Et puis il y a eu des visites aussi de temps en temps sur le thème de Vauban, justement, à Brouage. Merci beaucoup Lorena. Dans un instant, nous voyons d'où vient le jeu d'échecs. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Oui, c'est vrai que nous étions avec Louis XIV il y a quelques instants. Vous allez donc nous parler d'un jeu où sur la même table, il y a le roi, la dame, le fou, le cavalier et la tour. Exactement. Alors c'est un jeu qui remonte vraiment à une période très ancienne. On pense qu'on commençait à jouer à un jeu qui ressemblait déjà aux échecs 3000 ans avant notre ère. Ah oui, en effet. Le roi indien Belkib s'ennuyait, dit-on, tellement qu'il avait lancé un concours d'invention et c'est un brahman qui s'appelait Sissa qui lui aurait remis ce jeu avec ce principe de l'échiquier et du déplacement des différentes pièces qui peuvent se prendre les unes les autres. Vous connaissez ça. Le plateau de 64 cases, néanmoins, ne sera définitivement constitué qu'au 5e siècle de notre ère. On appelle ce jeu indien, on est toujours en Inde, le jeu de Chaturanga. Avec le roi, le ministre, le char, l'éléphant, le cavalier, le fantassin, etc. À la fin du 6e siècle, la Perse s'engoue littéralement pour ce jeu, et c'est au 7e siècle qu'il est adopté par les Arabes, et c'est les Arabes qui vont le populariser, le développer dans tous les pays qu'ils conquièrent, bien entendu, avec des joueurs qui deviennent pour certains joueurs professionnels au 10e siècle. On dit qu'en France, en France, dans nos régions d'Europe, c'est Charlemagne qui aurait reçu un jeu d'échecs de la part
part du calife en cadeau et que ce serait l'origine du jeu qui va devenir au 11e, 12e siècle une véritable passion au point que les gens ne pensent plus qu'à ça, tout le monde joue aux échecs. Et vous savez que Saint-Louis, enfin vous le savez peut-être pas, mais Saint-Louis va faire interdire les échecs dans sa grande ordonnance pour la réforme du royaume en 1254 parce qu'il y a des gens qui jouent là-dessus, qui misent, etc. Vous savez que les échecs sont devenus par la suite un jeu éminemment politique. Rappelez-vous, pendant la guerre froide, etc. Aujourd'hui, les ordinateurs l'emportent sur les grands champions, que voulez-vous. Au tempora, au mores. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Il y a 50 ans, la révolte grondait sur les ondes. Reculez ! Les manifestants ne reculent pas. Sur europe1.fr, revivez les événements de mai 68 comme si vous y étiez. En direct sur les ondes. L'oreille collée au poste d'Europe numéro 1. L'objet de cette explosion, vous avez... Mai 68, la révolte sur les ondes. Un document sonore exceptionnel réalisé à partir des archives d'Europe 1. Le désordre est là. Mai 68, la révolte sur les ondes, à réécouter sur europe1.fr.